Bonjour, bonjour et bienvenue dans Ici l'Europe, une émission proposée par France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes cette semaine au Parlement de Strasbourg où siège notre invitée, une nouvelle élue européenne, co-présidente du groupe La Gauche Unitaire européenne, gauche verte nordique. C'est assez long. Et le nom est en cours de changement, teasing. Ah, très bien, donc on va peut-être en savoir un peu plus. Bien décidé en tout cas à faire bouger les lignes. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Vous vous définissez comme une eurodéputée activiste et pendant vos années lycée, l'Europe vous mobilise déjà puisque vous militez pour dire non au référendum sur le traité constitutionnel de 2005. Ensuite, vous vous engagez dans la vie publique en travaillant pour des ONG, Médecins du Monde en Afrique, Oxfam à Paris, vous êtes chargé des dossiers de la fiscalité, des inégalités et puis, c'est comme ça que vous êtes fait connaître d'ailleurs, en 2018, le mouvement de la France Insoumise vous propose la tête de liste pour le scrutin des européennes. C'est le grand saut dans l'arène. Et maintenant, vous voilà co-présidente de ce groupe, donc de la Gauche Unitaire, et à ce titre, la plus jeune présidente de groupe. Manon Aubry, cette semaine, les accords de libre-échange se sont invités au Parlement. C'était l'accord Union européenne-Vietnam. Surprenez-moi, vous avez voté contre? Évidemment qu'on a voté contre, mais j'ai envie de dire c'était même le plus grand test grandeur nature du Green Deal. Vous savez, ce pacte vert qui est promu par la Commission européenne. Le changement climatique doit devenir la priorité numéro 1 de l'Union européenne. Très bien, on est plutôt d'accord sur les objectifs fixés, mais à peine quelques semaines après, l'ensemble des groupes, la majorité des groupes politiques votent en cadence le soutien et la signature à cet accord de libre-échange qui va entre autres augmenter de 20 à 30% le transport de marchandises entre le Vietnam et l'Union européenne et d'autant les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une catastrophe d'un point de vue social puisque concrètement les entreprises pourront exploiter une main-d'œuvre à bas prix au Vietnam, là où cet État n'a pas signé et ratifié notamment des conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail, comme contre le travail forcé. L'accord a été approuvé au Parlement par une large majorité. Vous-même, en général, vous êtes plutôt contre les accords de libre-échange, comme l'accord qui a été signé auparavant avec le Canada. Alors, qu'est-ce que l'Europe doit faire? Elle ne doit s'abstenir au niveau des accords de libre-échange, alors qu'on voit un Donald Trump qui réécrit les accords dans l'intérêt des États-Unis. Quelle est votre position? Refuser les accords de libre-échange, ce n'est pas refuser le commerce international. Nous, on prend une autre vision du commerce international, d'utiliser le levier et le poids commercial que représente l'Union européenne sur la scène internationale pour réorienter l'économie à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Par exemple, si aux frontières de l'Union européenne, vous taxez les produits en fonction de la distance qu'ils ont parcourue et en fonction du coût social qu'ils ont eu. Par exemple, s'ils viennent d'États comme le Vietnam qui ne ratifient pas et ne suivent pas un certain nombre de conventions en termes de droits humains, alors là, vous avez un outil commercial au service de la planète et au service des droits humains. Et à la place, je suis surprise de voir la majorité en France, La République En Marche, Pascal Canfin, signer un tel accord. Je ne sais pas s'ils le font soit par suivisme, et c'est un acte d'aveuglement, soit par cynisme, et c'est très grave quand on a conscience de l'impact écologique et social de cet accord. Alors justement, vous parlez d'environnement. L'environnement s'invite un petit peu dans le quotidien du Parlement européen. La nouvelle Commission en a fait sa priorité, la priorité du prochain budget avec le Green Deal, vous l'avez évoqué. C'est quelque chose que vous voyez arriver avec un peu de satisfaction quand même ou beaucoup de méfiance ? D'abord, avec intérêt. Dès qu'on parle d'écologie, évidemment, nous sommes présents, prêts à analyser dans le détail. Et c'est la première fois avec ce Green Deal qu'on comprend ou que les majorités politiques ici comprennent qu'on ne peut pas penser l'écologie sans penser la politique agricole, la politique commerciale, la politique économique. Mais là où le bât blesse, c'est dès qu'on regarde dans les détails, où cette opération peut se transformer très rapidement en opération de greenwashing. Je l'ai vu parce que j'étais rapporteur fictif pour mon groupe sur la résolution sur le Green Deal, où on définissait la position du Parlement sur ce dossier. Et en réalité, on voit que derrière la nouvelle étiquette du Green Deal, on poursuit les vieux dogmes
dogmes du XXe siècle. Le libre-échange, on l'a vu là avec l'accord avec le Vietnam. On poursuit les politiques d'austérité budgétaire qui ne donnent pas les moyens aux États d'investir. On poursuit les politiques de mise en concurrence comme de mise en concurrence de l'énergie. Et ce n'est pas avec ces vieilles recettes qu'on peut affronter ces nouveaux défis. On va discuter budget bientôt. Manon Aubry, c'est le gros dossier des semaines, des mois à venir. Probablement. Avec le départ des Britanniques, l'enveloppe se réduit et pourtant on reste très ambitieux. Comment on fait ? Comment on fait? D'abord, il faut choisir comment on lève des ressources. Donc il y a la partie recettes. Sur les recettes, l'Union européenne pourrait créer des nouvelles ressources propres, comme une taxe aux frontières que j'évoquais tout à l'heure, qui aurait à la fois un intérêt financier et un intérêt écologique et social, puisque ça permettrait de faire le tri, entre guillemets, dans les marchandises qui arrivent sur le marché européen. De la même manière, l'Union européenne pourrait avoir une taxe sur le kérosène, de manière à sanctionner financièrement les industries les plus polluantes, y compris les industries aériennes. Donc on voit qu'il y a potentiellement des solutions financières, et ensuite, en matière de dépenses... Ces solutions-là ne sont pas sur la table, la taxation du kérosène. Nous faisons cette proposition. Oui. D'ailleurs, si je continue cette liste, il y a aussi une qui est sur la table depuis un certain nombre d'années, qui est la taxe sur les transactions financières. La TTF, je la connais bien parce que j'avais travaillé dessus au moment où je travaillais pour l'ONG Oxfam. Et ça fait bientôt 10 ans que les négociations ont commencé. C'est une taxe qui pourrait rapporter des milliards d'euros chaque année au budget européen et que se refuse à mettre en œuvre un certain nombre d'États membres. Et c'est s'asseoir sur des recettes potentielles pour l'Union européenne, alors qu'en effet, vous avez raison, il y en a besoin. Ce qui fait débat, c'est notamment pour la politique agricole commune, pour la politique de cohésion. Et en la matière, je pense que ces budgets sont essentiels et qu'il ne faut pas les couper. On va faire un peu de politique pas française. On va changer un peu. Je vous emmène en Irlande. Les élections ont redistribué un petit peu les cartes. Je sais que vous avez suivi ça avec intérêt, avec la chute des partis du centre-droit qui se distribuaient un peu le pouvoir ces dernières années, quasiment depuis l'indépendance d'ailleurs. Il y a eu donc une percée du Sinn Féin, parti indépendantiste, avec un programme plus social qu'indépendantiste. D'ailleurs, à ce propos, le parti a su se réinventer grâce notamment à une nouvelle leader, la figure de proue, Mary-Lou McDonald. On va regarder son portrait et on en parle juste après. Mary-Lou McDonald, ou l'histoire d'un pari réussi. Pourtant, elle était loin d'être la chef idéale pour le Sinn Féin, un parti resté longtemps aux mains de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, et cherchant l'unité de l'Irlande à travers la lutte armée, jusqu'à l'accord du Vendredi Saint. Avant cet accord en 1998 qui a rétabli la paix entre les deux Irlandes, le Sinn Féin était même considéré comme un parti extrémiste. Née en 1969 à Dublin, Mary-Lou McDonald a grandi en République d'Irlande et a reçu une éducation privilégiée, loin du conflit nord-irlandais. Sa vision politique a toujours été républicaine. Mary-Lou McDonald pense que le nord et le sud de l'Irlande devraient être réunis en une république de 32 comtés, une conviction qui constitue l'essence même du parti Sinn Féin. Elle a été membre du Parlement européen en 2004, puis a été élue vice-présidente du parti Sinn Féin en 2009, avant d'en prendre la tête il y a 2 ans. Ce n'est pas un vote de contestation, c'est une élection qui a des proportions historiques. Elle est en train de changer la forme du moule de la politique irlandaise. Ce n'est pas un phénomène passager, c'est seulement le début. Interdit de médias jusque dans les années 90, jamais le parti Sinn Féin n'avait obtenu un tel score. Un bouleversement dans le paysage politique irlandais. Parmi les propositions qu'elle défend, la réhabilitation du système de santé, un meilleur accès au logement, ainsi qu'un référendum de réunification de l'Irlande. On a l'impression que c'est vous qui aviez écrit le sujet, vous étiez en train de nous réciter le programme. Manon Aubry, la percée du Sinn Féin, c'est quelque chose qui vous inspire ? Oui, c'est d'abord une excellente nouvelle et c'est une source d'espoir. Alors, vous avez fait un portrait assez fidèle, je pense, d'avoir une femme. C'est tout à votre honneur d'avoir une femme qui mène ce parti, Mary-Lou, et vous l'avez dit à la fin, qui a mené la campagne sur des questions sociales, sur la question de la crise du logement en Irlande. Et c'est la preuve qu'on peut aussi transformer certaines colères qui existent en Irlande en des formes d'espoir. Et c'est aussi à ça que doit servir la politique. En tout cas, moi, c'est pour ça que je me suis engagée et que cette alternative qui est dessinée par des partis de gauche, on le voit avec le Sinn Féin en Irlande, mais
Je pense de l'autre côté de l'Atlantique à Bernie Sanders chez les démocrates, l'aile gauche des démocrates aux États-Unis. Voilà, il y a des sources d'espoir qui émergent dans différents pays et qui doivent nous tirer vers une construction d'une alternative, y compris au niveau international. Vous avez reçu un blâme du président du Parlement pour avoir invité les militants écologistes d'Extinction Rebellion à prendre le Parlement, pas d'assaut, mais en tout cas d'essayer de l'occuper. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez votre action politique, une action militante, partisane ? D'abord, un mot sur ce blâme, il est absolument scandaleux. Ma seule faute ici est d'avoir dit à des militants, à des jeunes militants écologistes, de venir toquer aux portes des députés européens pour qu'ils ne votent pas des accords type l'accord de libre-échange dont on parlait plus tôt avec le Vietnam. Alors moi je suis très fière de rester ici une députée activiste et je crois que ça en dit long sur la coupure qui existe entre les institutions européennes et les mouvements sociaux, et je le referai autant de fois que nécessaire, quitte à avoir autant de blâmes que nécessaire, parce que je pense que c'est notre rôle ici au Parlement européen. Alors justement, il y a un style, Manon Aubry, on peut en parler, vous êtes très active sur les réseaux sociaux, vous êtes très présente, sur Twitter notamment, ça fait souvent réagir. Cette année à Noël, on pouvait vous remarquer pour ça. Bon, ils sont vraiment fous ces lobbies pour Noël, on a reçu plein de cadeaux, et... Mon cadeau préféré, c'est cette belle bouteille de champagne venue toute droit de Russie. Ouais, c'est Vladimir qui nous envoie sa petite bouteille de champagne. Alors vous dénoncez régulièrement l'influence des lobbies sur les institutions. Votre vidéo a fait réagir, elle a valu notamment une réaction et un soutien de Nathalie Loiseau. Ça y est, vous êtes devenue copine grâce à ce tweet ou... Je suis ravie que Nathalie Loiseau partage mon indignation face aux cadeaux qui pleuvent ici au Parlement européen de la part des lobbies. Je regrette qu'elle ait cédé à ces mêmes lobbies quand il s'agissait de voter de l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Et je pense qu'il faut un peu de cohérence et que c'est ma manière à moi de donner à voir ce qui se passe ici dans les coulisses du Parlement européen. Mais j'espère que derrière cette mise en scène, on pourra aller plus loin dans la régulation des lobbies, à la fois par la mise en place d'une autorité indépendante de contrôle des conflits d'intérêts et par un registre des lobbies qui soit obligatoire, parce qu'ils font bien trop souvent la loi ici. Justement, vous l'aviez évoqué à l'occasion de l'audition de Sylvie Goulard quand elle était candidate à la Commission européenne. Emmanuel Macron, dans la foulée, y a souscrit. Ça y est, vous êtes tous en train de vous mettre d'accord assez rapidement. Comment vous avez perçu cette déclaration? Et est-ce que depuis, c'est allé un petit peu plus loin? De nouveau, tant mieux. À chaque fois que Emmanuel Macron peut soutenir les propositions que l'on porte, c'est tant mieux. Là aussi, il faudrait un peu de cohérence parce que je pense qu'une telle autorité n'aurait pas autorisé Sylvie Goulard, qu'il présentait à la Commission européenne, à siéger puisqu'elle avait reçu plus de 10 000 € de rémunération, en plus des indemnités d'élus qui sont relativement confortables. Donc là aussi, il faut passer des paroles aux actes. Et en la matière, nous, on continue à se battre pour que cette autorité voie le jour. J'ai eu une rencontre avec la présidente de la Commission européenne cette semaine et on l'a évoqué avec elle. Et surtout, en attendant, ce qu'on demande, c'est là aussi de la cohérence parce que, par exemple, il y a déjà des règles qui existent et qui ne sont pas respectées, comme l'obligation faite aux commissaires européens de mettre à jour leur déclaration d'intérêt. Ce n'est toujours pas fait et pourtant ça doit être fait depuis le 1er janvier. Et donc c'est pour ça qu'on demande des comptes à la présidente de la Commission. Parce que si vous regardez les déclarations d'intérêt en ligne, vous avez encore le commissaire par exemple italien qui possède plus de 100 000 € d'actions chez Amazon, alors qu'il est quand même le commissaire à l'économie censé lutter contre l'évasion fiscale. Bon, forcément, ça pose quelques problèmes. Et je me suis donné une espèce de motivation pour ce mandat, c'est de faire primer l'éthique contre le fric. Et c'est une manière concrète de le mettre en œuvre avec la création de cette autorité indépendante qui pourrait faire ce contrôle du début à la fin du mandat, parce que c'est ça tout l'enjeu. Manon Aubry, votre style, c'est aussi cette offre d'emploi qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux. Donc une offre de stage, 42 heures, 1 200 € brut. Est-ce que vous avez trouvé la perle rare? Et est-ce que vous comprenez que ça suscite pas mal de débats, que ça puisse choquer de la part d'une militante qui, par ailleurs, est favorable à un SMIC européen? Alors pour les candidatures, rassurez-vous, du coup, vous nous avez fait la publicité, on n'a jamais eu autant de candidats. Et sur le fond, d'abord sur le temps de travail, c'est le temps de travail qui est fixé par le Parlement européen. Donc mais vous ne trouvez pas ça excessif? Allez vérifier. C'est juridique, mais en fait, on n'a pas le choix quand on remplit le formulaire en ligne. On choisit soit temps complet, soit temps partiel à 50%. Donc le temps de travail est fixé par le Parlement européen. Et après, on fait ce qu'on veut. Et moi, c'est clair que la personne ne travaillera pas 42 heures par semaine. Mais j'ai rempli le formulaire parce que je respecte les règles du Parlement
Parlement en attendant de les changer. Quant à la rémunération, 1 200 €, c'est la fourchette haute autorisée au Parlement européen qui démarre à 800 € et qui est souvent le minimum choisi par le parlementaire européen. Donc je suis fière d'avoir choisi cette fourchette haute de rémunération, ce qui est plus de 2 fois plus le niveau de rémunération en France. Une dernière question, Manon Aubry, sur le président Macron, d'ailleurs, qui souscrit à vos propositions. Alors, lui, c'est un Européen très engagé, hein, il en a beaucoup parlé pendant sa campagne de la présidentielle, mais on constate aujourd'hui que la plupart de ses projets européens ce sont des véritables flops. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, sur beaucoup de sujets, parle beaucoup, mais agit peu. Et, il ne trouve pas d'écho en Europe ? Ça dépend sur quoi. Sur l'Europe de la défense, bizarrement, il trouve de l'écho, alors que c'est un projet qui pourrait être arrimé à l'OTAN avec une espèce de volonté de va-t-en-guerre. Et quand il s'agit de projets véritablement ambitieux en matière écologique et sociale, il nous a beaucoup parlé du salaire minimum, mais sa vision du salaire minimum, c'est quoi? C'est un salaire minimum dans chaque État membre et pas un mécanisme de convergence qui nous tire vers le haut. Et de ça, en fait, je pense qu'on doit avoir une interrogation plus générale sur le projet européen qu'on porte. Moi, j'ai appris l'Union européenne dans les livres d'histoire, parce que j'étais pas née au moment où elle a été créée, comme un projet d'émancipation qui doit nous tirer vers le haut, d'harmonisation sociale, fiscale. Et aujourd'hui, le projet européen défendu par Emmanuel Macron n'est pas celui-là, ne correspond plus à cet idéal. Et comme dans beaucoup d'autres États membres, je pense qu'il explique l'éloignement entre les institutions européennes et les citoyens européens. Ça peut se traduire, par exemple, pour le Brexit. Donc j'espère qu'on va tirer les leçons aussi de cet épisode et que plus rien ne sera comme avant. En tout cas, nous, on va se battre pour ça. Merci, Manon. Merci à vous. Aubry. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale.